je suis Natacha Lestrade, je suis responsable commerciale au sein de la société Hafner Énergie, dont le siège social se trouve à Vitry-le-François dans la Marne. Et je suis notamment en charge des sujets de décarbonation de l'industrie. Alors nous avons conçu une technologie innovante qui permet à partir de la valorisation de la biomasse de produire des gaz renouvelables comme le gaz de synthèse pour remplacer par exemple le gaz naturel fossile, l'hydrogène, mais aussi du CO2 biogénique et du biochar. Alors en quelques mots, qui nous sommes une PME d'une cinquantaine de personnes et nous avons une expertise d'une trentaine d'années sur la valorisation énergétique de la biomasse. Nous avons mis en œuvre un certain nombre de projets de cogénération en Afrique et puis en Europe, ce qui représente à peu près 40 projets pour 600 MW installés. Et nous sommes très contents d'être ici, puisque BPI France nous accompagne depuis 2015. Nous avons participé à un certain nombre de missions, dont la mission BPI France-Maroc, différents accélérateurs, et nous sommes très heureux aujourd'hui de faire partie du réseau Excellence. Bonjour à tous, donc je m'appelle Baptiste Husquin, j'ai 44 ans et j'habite en Espagne, à Barcelone maintenant depuis 15 ans. Néanmoins je suis français, j'ai fait toute ma carrière dans le monde de l'énergie, d'accord. D'abord pour des grands groupes énergéticiens ou des groupes liés à l'environnement. Et puis il y a 3 ans et demi j'ai croisé la route de Waga Énergie, d'accord, qui est une jeune entreprise industrielle française qui dispose d'une innovation unique pour produire du biométhane. Donc avoir cette possibilité d'intégrer cette entreprise, avoir cette possibilité d'intégrer une entreprise aussi qui a du sens, a été une évidence pour moi. Et donc ça fait depuis 3 ans et demi que je m'occupe du développement industriel de Waga en Espagne, sur la base d'un premier contrat qui est signé. Et donc voilà, je dirige une équipe de 5 personnes en tant que CEO en Espagne. Donc pour commencer cette discussion, Natacha, sur la décarbonation et la compétitivité industrielle, est-ce que pour planter le décor, tu peux nous parler des enjeux environnementaux et économiques liés à la décarbonation ? Alors l'objectif, il est clair. Nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre au niveau de l'Europe de 55%. Donc depuis l'adoption du pacte vert pour l'Europe en 2020. Alors évidemment, l'Europe c'est plein de pays. Il y a effectivement, pour que tout le monde finalement fonctionne de la même façon, l'Europe a mis en place un dispositif, en tout cas un paquet fiscal, qui permet justement d'aider, dont l'objectif est donc de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 55% pour atteindre la neutralité carbone pour 2050. Il y a quelques mesures phares que certainement vous connaissez, comme par exemple la mise à jour, on va dire, de la directive de la RED 3, la directive sur les énergies renouvelables, qui dit qu'effectivement, on va porter la part des énergies renouvelables à peu près de 42% pour 2030. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples, comme par exemple la révision de la directive sur l'efficacité énergétique, dont le but est de venir réduire finalement notre consommation énergétique. Et donc cette valeur a été remontée. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est d'atteindre une réduction d'à peu près 11%. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, des choses qui sont très ambitieuses au niveau de l'Europe. Maintenant, si on regarde au niveau national, alors il y a un travail prospectif qui a été réalisé par le pôle zéro carbone de la Direction générale du Trésor, qui a fait justement une étude pour regarder finalement les enjeux, quels sont finalement l'impact économique pour atteindre cette transition, enfin en tout cas pour faire cette transition vers la neutralité carbone. Alors, ce qu'il y a de clair, c'est que si on veut y arriver à l'échelle nationale, il faut mettre en place des politiques ambitieuses. C'est ce qui a été défini dans le rapport. On peut prendre quelques exemples. Ils ont identifié que si on voulait pouvoir, en tout cas, réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre pour 2030, il fallait un investissement très important, de plus de 110 milliards d'euros par rapport à ce qui a déjà été fait en 2021. Ce rapport est très intéressant parce qu'il démontre que nous avons aujourd'hui à disposition un certain nombre d'outils
comme la tarification du carbone, qui est un élément très important et qui va en tout cas aider à la décarbonation, évidemment en regard avec le SEC, donc le SEC, pardon, j'ai oublié, le système d'échange de quotas d'émissions de CO2 qui va lui définir finalement par type d'activité et par type pour un type d'industrie la quantité maximale d'émissions de CO2. Donc il y a des outils aujourd'hui qui existent, il faut pouvoir effectivement les utiliser à bon escient. Alors en France, on n'oublie pas évidemment pardon, j'ai un trou. En France, on n'oublie pas ah mince, j'ai un petit trou. La stratégie nationale bas carbone. Merci. La stratégie nationale bas carbone. Merci. Qui a été mis en place justement pour pouvoir atteindre ces objectifs énergétiques, climatiques et environnementaux. Alors je retiens 3 leviers parmi les 5 qui ont été identifiés. C'est typiquement la décarbonation des vecteurs énergétiques. Je pense par exemple à la production de l'hydrogène décarboné. Ça, c'est un premier élément. C'est aussi utiliser les puits de carbone existants comme le biochar. Alors, vous le verrez plus loin, le biochar fait partie des produits qui sont issus de notre technologie. Donc, pouvoir utiliser tous ces outils comme le biochar pour pouvoir séquestrer le carbone. Et puis, également travailler sur l'efficacité en termes d'émissions de CO2 des différents procédés industriels et agricoles. Alors, Baptiste, quels sont, selon toi, les principaux défis auxquels les industries font face pour réduire leurs émissions de carbone? Merci. Écoute, effectivement, tu as rappelé les grands objectifs. Il y en a plusieurs au niveau européen, au niveau national. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment une trajectoire qui se dégage, qui est la trajectoire de la neutralité carbone à horizon 2050, que à la fois les États et les entreprises ont intégré ou sont en train d'intégrer dans leur stratégie. Néanmoins, cette neutralité carbone, tout le nerf de la guerre va être de pouvoir fournir une énergie compétitive pour permettre à notre industrie au niveau européen de continuer à survivre et à pouvoir se développer dans ce nouveau contexte. Notre vision au sein de Waga Énergie, c'est vraiment de dire le mix énergétique ne va pas être basé uniquement sur l'électricité renouvelable. Tout simplement parce que dans certains secteurs de l'industrie, l'électricité renouvelable n'est pas efficace. Je peux penser à des procédés de haute température. Quand on est sur plus de 400 degrés, ça ne fait plus de sens. Quand on est sur du transport de poids lourds, le poids des batteries tout simplement va être rédhibitoire si on veut utiliser de l'électricité renouvelable. Donc une des solutions qui est aujourd'hui en plus disponible, c'est le biométhane. Comme vous le savez peut-être, le biométhane, c'est le substitut renouvelable du gaz naturel fossile. Il peut être utilisé aussi bien dans les industries, dans les transports ou dans nos maisons, sans avoir besoin de changer les machines, les moteurs. C'est une énergie qui est aujourd'hui technologiquement mature. Il y a plus de 700 installations en France qui injectent du biométhane, principalement liées à des installations qui traitent les déchets d'origine agricole. Et ça nous permet aujourd'hui de décarboner la consommation de gaz et nous permet d'avoir une énergie qui est produite localement. Néanmoins, ce biométhane, son inconvénient, c'est qu'il est encore plus cher que le gaz naturel fossile qu'on injecte et qu'on importe des autres pays. Donc par rapport à ça, il y a deux choses sur lesquelles, deux remarques qu'on peut avoir. La première, c'est de dire déjà le gaz naturel fossile, du fait de l'invasion de l'Ukraine, son prix a augmenté. Son prix a augmenté parce qu'on utilise aujourd'hui plus de GNL dans notre mix gazier. Et donc le fait que les bateaux puissent aussi bien livrer leur gaz en Australie, en Chine ou en Europe, de ce fait, on est en concurrence finalement avec ces pays-là, ce qui n'était pas le cas avant avec les gazoducs, et donc le prix du gaz fossile a augmenté. D'accord ? Et puis,
il y a des moyens de générer du biométhane à un coût plus abordable. Et c'est vraiment ce sur quoi on se concentre chez Waga Energy. Je vous en parlerai un peu plus tard. Donc le biométhane est une solution qui est aujourd'hui disponible. C'est une des solutions du mix énergétique dont on va avoir besoin. Ce n'est pas l'unique évidemment, mais c'est complémentaire de l'électricité renouvelable et demain de l'hydrogène. En tout cas, c'est cette combinaison qui nous permettra d'arriver à la neutralité carbone et avec des coûts de l'énergie qui sont compétitifs donc pour nos industries. Natacha, je te repasse la parole. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle mesure, chez Hafner Energy, vous inscrivez dans une logique d'économie circulaire locale? Alors, le procédé qu'on a développé est basé sur la valorisation de la biomasse. Alors, quand je dis ça, biomasse, ça dit forcément qu'on est complètement ancré dans l'écosystème agricole puisqu'on va utiliser ces biomasses existantes pour pouvoir les valoriser. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un procédé qui est agnostique à la biomasse, c'est-à-dire qu'on est capable de venir valoriser différents types de biomasse. Ça, c'est le premier point et c'est une force de notre technologie. Nous avons commencé à travailler avec la biomasse résiduelle forestière. Quand je parle de ce terme-là, ça signifie tout ce qui est arbres morts, les branches, etc., les feuilles. Et puis, nous avons également travaillé sur de la biomasse qui est issue de la transformation du bois. Donc, par là, j'entends les rabotures, les sciures. Donc ça, c'est un premier axe de travail. Mais aujourd'hui, on attache une attention particulière à venir valoriser des biomasses qui aujourd'hui existent au niveau local et qui ne sont pas forcément valorisées, qui sont pour la plupart du temps laissées de côté ou peut-être incinérées si il y a possibilité de le faire, si c'est compatible avec les chaudières. Donc ça représente quelque part une perte énergétique qui est quand même non négligeable. Je pense par exemple aux ceps de vigne qu'on peut retrouver sur les champs viticoles qui sont laissés là, voilà, et qui ne sont pas forcément valorisés. Donc on travaille beaucoup sur ce type de biomasse. Mais notre vision, elle va beaucoup plus loin parce qu'aujourd'hui, on s'attache à créer des partenariats avec des sociétés qui sont en mesure de développer des essences qui peuvent être cultivées sur des terres marginales, sur des terres désertiques par exemple. Alors, ok, en France, ça s'y prête beaucoup moins, mais nous ne travaillons pas qu'en France, nous travaillons aussi à l'international. Je pense par exemple au Maroc, où justement il y a cette problématique de terres aujourd'hui qui ne sont pas utilisées ni pour l'alimentation. Et donc voilà, donc être en mesure de travailler avec des sociétés qui puissent valoriser ces terres qui aujourd'hui sont impropres à l'alimentation et qui pourront le devenir puisque les plantes en question, une fois plantées, ont cette capacité aussi de venir dépolluer le sol. Ça permet donc de traiter le sol et d'améliorer la résilience du sol. Donc voilà, ça c'est un axe important sur lequel nous travaillons dans le cadre de notre activité. Alors, on parle agriculture, agricole, il y a aussi le volet biochar sur notre procédé. Notre procédé permet de produire du biochar. Il est extrêmement intéressant parce qu'une fois revenu au sol, il a la capacité en fait de venir absorber de l'eau parce qu'il y a certains chars de certaines essences, de certaines plantes qui sont en mesure de capter jusqu'à 8 fois leur poids d'eau. Et l'intérêt de tout ça, c'est d'être en mesure, en tout cas pour ces plantes, de pouvoir redonner au sol cette eau qui a été préalablement absorbée. Voilà, donc ça c'est un point important. Et si je peux donner quelques exemples de partenariats que nous avons noués, je pense typiquement au partenariat que nous avons signé avec Banco, qui est le leader français du bambou, qui est en mesure de cultiver ces nouvelles essences qu'on peut planter sur ces terres arides. On a également un partenariat avec une société américaine qui s'appelle Exas Company, qui justement a développé des plantes géantes qui sont en mesure de venir dépolluer les sols. Donc ça, c'est vraiment un volet très important pour nous. Alors, je peux peut-être rajouter quelque chose, c'est que la grande force en fait de notre technologie, c'est d'être en mesure de créer un écosystème circulaire. Parce qu'en fait, on est là pour traiter la biomasse à l'échelle locale. Donc ça, c'est le premier point. Il y a également une composante humaine très importante.
la biomasse, il faut bien aller la chercher. Il faut donc la chercher, la traiter et la valoriser. Donc ça veut dire typiquement de la création d'emplois. On avait fait d'ailleurs une petite étude pour savoir à peu près l'impact d'une installation, de la mise en place d'une installation. Chez nous, on appelle ça du 20 MW, donc c'est plus de 80 000 tonnes de biomasse annuelle traitée. Ça représente quand même la création de plusieurs dizaines d'emplois directs et indirects. Donc il y a vraiment une valeur, il y a vraiment une composante humaine très importante et ça, on y tient beaucoup. Alors, Baptiste, en quoi le procédé de Waga Energy est circulaire? Alors, je vous mets la slide un peu pour expliquer. Donc, comme je vous ai dit, en fait, le défi un peu que souhaitaient relever les fondateurs de Waga Energy initialement, c'était vraiment comment arriver à produire un biométhane à un prix compétitif. Et la façon dont on y arrive, c'est en fait on va profiter d'une source de biogaz fatale, c'est-à-dire une source de biogaz qui est naturellement générée, qui représente une source de pollution atmosphérique et une source d'émission de gaz à effet de serre. Et en fait pouvoir capter ce biogaz et le transformer en une énergie locale, renouvelable et compétitive. Donc pour cela, on travaille sur les centres de stockage de déchets. Donc les centres de stockage de déchets, c'est des grands trous où on va mettre les ordures ménagères. C'est aussi communément appelé les décharges. Et en fait, dans ces décharges, au bout de plusieurs mois, plusieurs années, il y a une décomposition de la matière organique, c'est-à-dire les restes alimentaires, les pots de banane. Et cette décomposition, elle va générer naturellement un biogaz qui a une forte composante en méthane. Le méthane est à la fois un puissant gaz à effet de serre, puisque c'est 84 fois plus impactant que le CO2 sur ses 20 premières années. Mais c'est aussi évidemment un puissant gaz énergétique. Et donc tout l'enjeu pour nous est vraiment de récupérer le biogaz qui sort naturellement des centres de stockage, l'emmener vers notre technologie, donc une innovation qui s'appelle Wagabox, qui a été développée, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais donc cette technologie va être capable de transformer ce biogaz de décharge en biométhane pur, où le méthane est présent à 97-98%. Et donc ce biométhane, qui est l'équivalent renouvelable du gaz naturel fossile, on va pouvoir l'injecter directement dans les réseaux existants de gaz naturel pour pouvoir l'utiliser dans nos maisons, dans les industries et dans les transports. Donc aujourd'hui, on a 28 installations dans le monde pour une capacité installée de 1 TWh. Alors principalement, notre pays de départ est évidemment la France, et puis ensuite le Canada, les États-Unis et l'Espagne. Donc où on a une première unité qui injecte depuis 2023 l'équivalent de la consommation de 14 000 foyers. Donc un double effet bénéfique, minimiser les émissions des centres de stockage, générer une énergie renouvelable, compétitive et aussi locale. Locale et en lien avec l'industrie. Donc la capacité de produire l'énergie en Europe, ça permet aux industriels d'avoir une vision long terme au niveau des prix. D'accord, nous on est capable de donner des prix sur 10-15 ans basés sur nos coûts de production et par rapport au gisement de biogaz des décharges. Et évidemment d'éviter tous les risques de fluctuations liées aux tensions géopolitiques ou aujourd'hui les fluctuations de prix qu'on voit sur les marchés des hydrocarbures. Donc apporter aux industriels une capacité à avoir une visibilité sur leur énergie et du coup à engager des investissements. Natacha, de ton côté, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment votre technologie permet de réduire justement les émissions de carbone? Alors nous, on va partir donc de la biomasse, qui est une énergie renouvelable, au sens du code de l'énergie. Alors on est sur une technologie qui est émergente, qui est innovante et qui pourrait d'ailleurs s'apparenter à la pyrolyse ou à la pyrogazéification, parce qu'on est sur une dégradation thermique finalement à haute température de la biomasse.
parce qu'on va produire du gaz et on va produire aussi ce fameux charbon solide qu'on appelle biochar. Mais ce qui est différenciant avec les autres technologies, c'est finalement notre façon de pouvoir traiter cette biomasse. C'est la façon dont le procédé qu'on va utiliser pour mettre en contact la biomasse avec la chaleur. Donc, juste quelques mots pour expliquer en quoi c'est intéressant. Donc, on va partir donc, de cette biomasse. Cette biomasse, elle va subir 2 étapes, on va dire, de dégradation thermique. On aura une première étape de thermolyse où on est à une température qu'on peut considérer comme étant basse, mais quand même qui est égale à 500 degrés à peu près, qui va permettre de produire 2 choses, qui va permettre de produire ce biochar. Alors, ce biochar est très intéressant parce que ce biochar peut être remis au sol, d'accord ? Et déjà, remis au sol, ce qui permet quelque part de retirer du CO2 qui est issu en fait de cette biomasse, de le retirer de l'atmosphère. Donc on est sur un phénomène de séquestration. Donc déjà, le simple fait d'être en mesure de produire ce biochar permet de dire qu'effectivement, on va réduire nos émissions de CO2. Donc on va obtenir ce biochar et on va obtenir aussi des gaz de thermolyse. Ces gaz de thermolyse vont rentrer dans un réacteur de craquage où on est à une température beaucoup plus élevée, on est aux environs de 1000 degrés, ce qui va nous permettre d'obtenir un mélange de molécules de gaz. Nous, on l'a appelé hypergaz parce que c'est un gaz très énergétique puisqu'il contient beaucoup de molécules d'hydrogène. Et ensuite, cet hydrogène, enfin cet hypergaz, donc ce syngaz, ce gaz de synthèse riche en hydrogène, on peut l'utiliser pour différentes applications. On peut l'utiliser tel quel, par exemple, donc c'est en haut à droite, en tant que substitut du gaz naturel fossile. Donc là, typiquement, on s'adresse à des industriels, par exemple les fours de combustion, chez les verriers, chez les cimentiers, des gens qui ont besoin de haute température, donc c'est souvent les étapes de fusion. On peut aussi le traiter, d'accord, en tout cas, on peut également le traiter et pour en faire de l'hydrogène. Donc ça, ce sont des briques que nous maîtrisons, différentes étapes des briques technologiques que nous ajoutons pour obtenir un hydrogène renouvelable de qualité, mobilité, mais qui peut être également utilisé pour des applications industrielles. Cet hypergaz également, alors notre intérêt, notre avantage, c'est de pouvoir jouer sur la composition de ce gaz parce qu'il contient du CO, du CO2, du méthane et on est capable de jouer en rajoutant des briques technologiques pour ensuite le vendre à des partenaires pour pouvoir produire des carburants d'aviation durables, appelés souvent SAF, ou bien pour la production de méthanol. Donc on part d'une biomasse, on va produire un biochar qu'on va séquestrer, on va retirer de l'atmosphère du CO2. Et l'intérêt de notre procédé, c'est de pouvoir partir d'une même technologie et d'adresser différents marchés. Baptiste, en quoi la technologie de Waga Energy était différente des autres techniques de production de biométhane? Donc, je parlais dans mon introduction justement des 700 installations qui injectent aujourd'hui du biométhane en France. Ces installations, elles sont principalement liées à la méthanisation. Donc ce sont les grandes cuves que vous voyez dans lesquelles on amène des déchets, principalement agricoles. Ces déchets fermentent et vont générer, via un processus de purification, le biométhane. Comme je vous expliquais, donc nous on travaille sur le biogaz des centres de stockage, le biogaz de décharge, qui est en fait un biogaz qui a des caractéristiques différentes dans sa composition. On va dire que c'est un gaz qui est plus sale, en tout cas plus complexe à purifier que le biogaz de digestion anaérobie. Et c'est la raison pour laquelle les technologies qu'on utilise en digestion anaérobie ne peuvent pas s'appliquer sur le biogaz de décharge. Donc, comme je disais, il y a eu le développement d'une innovation qui a commencé d'ailleurs chez Air Liquide et puis ensuite qui a continué chez Waga Energy. Donc, suite à plus de 10 ans de R&D, le développement de la Waga Box qui s'appuie à la fois sur une technologie liée à des membranes et en le couplant à une technologie de distillation cryogénique. Donc pour expliquer très rapidement, en fait, on va travailler à moins 176 degrés pour pouvoir séparer
le biométhane qu'on va trouver de façon liquide du reste des gaz et notamment de l'azote et de l'oxygène. Donc c'est vraiment ce couplage qui fait l'innovation et qui fait le fait que notre technologie soit unique sur le marché et vraiment dédiée finalement à cette niche de marché qui est le biogaz des décharges. Alors c'est une niche qui dans le monde est quand même assez importante. Il existe un gisement de potentiel, si on prend toutes les décharges au niveau mondial, de plus de 1000 TWh de potentiel de production de biométhane. Et ce potentiel, il est en train d'augmenter. C'est-à-dire que on n'est pas... c'est vraiment pas notre vision et on pense que vraiment il faut réduire le nombre de déchets, recycler au maximum. Néanmoins, les études nous montrent que voilà, il va y avoir une augmentation de ce nombre de déchets qui vont être envoyés en centre de stockage de plus de 50% d'ici à 2050 du fait de la croissance de la population mondiale et de la croissance de la population urbaine, puisque les gens en ville génèrent plus de déchets que lorsqu'ils habitent à la campagne. Donc voilà, essayer d'apporter une solution concrète à un problème qui existe, qui génère aujourd'hui beaucoup de gaz à effet de serre et qui va continuer malheureusement d'en générer de plus en plus si on n'est pas capable justement d'offrir une alternative concrète aux gestionnaires de centres de stockage. Natacha, alors, on va parler maintenant de partenariat. Et en quoi le partenariat que vous avez réussi à conclure vous ont-ils aidé dans le déploiement de la technologie? Alors ce qu'il y a de sûr, c'est que nous sommes convaincus que notre technologie va jouer un rôle important dans la décarbonation et va finalement compléter une offre existante pour pouvoir décarboner. Alors ça, c'est notre conviction. C'est un énorme pari. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on met en œuvre pour pouvoir réussir? Et c'est là où tous les partenariats, les différents partenariats qu'on peut avoir, prend en tout cas tout son sens. Alors, ça revient finalement à créer un écosystème autour de nous. Alors, on travaille beaucoup avec des industriels qui nous adressent leurs problématiques et auxquels on apporte des éléments de réponse, mais pas que. On travaille aussi beaucoup avec les instituts de recherche, les institutions de recherche, puisqu'aujourd'hui on est sur un procédé innovant, on a besoin d'acquérir de la connaissance, on a besoin d'avoir de la data pour pouvoir justement aller voir nos clients. Donc ça se traduit par des partenariats qui sont conclus avec ces instituts. Mais il n'y a pas que ça, il y a évidemment l'État, ça c'est un premier point, et aussi la région. Donc en tout cas pour nous, les partenariats sont essentiels, c'est extrêmement vertueux parce que finalement ça nous permet, on va dire, d'évangéliser parce qu'on est sur une technologie innovante, donc il faut expliquer, il faut réexpliquer, donc c'est important de nouer ces partenariats, de montrer, de donner de la valeur aussi à notre message, hein, parce que tout seul on peut pas réussir à convaincre, hein, d'augmenter aussi notre connaissance, notre niveau de connaissance, parce que c'est vrai que nous avons un laboratoire de R&D, mais nous n'avons pas forcément toutes les technologies, en tout cas les techniques d'analyse qui nous permettent de caractériser et d'avoir un maximum d'informations sur l'impact finalement par exemple de la production de biochar sur un type de sol donné. Alors ce qu'il y a de sûr pour nous, c'est que sans ces partenariats, on n'aurait pas pu être là où nous sommes. Tout seul, c'est sûr, on n'y arrive pas. Et c'est extrêmement important et très, très vertueux. Voilà. Baptiste, typiquement, dans un projet de production de biométhane à partir de gaz de décharge, qui sont les partenaires publics et privés avec lesquels vous travaillez? Effectivement, moi, je rejoins vraiment ce que tu dis. Donc, nous aussi, on développe des projets qui sont toujours, par construction, le fruit de partenariats. Donc on implique des acteurs avec qui on va créer une valeur économique tout en ayant un impact positif pour le climat. Donc nos premiers partenaires, c'est vraiment les centres de stockage, qui sont aussi bien d'ailleurs gérés soit par des collectivités publiques, soit par des groupes privés, qui finalement, avec qui on va signer des contrats pour avoir accès à notre matière première sur le long terme, sur des contrats de 10 ou 15 ans, pour avoir accès à notre matière première, donc, comme je disais. Donc ces projets, ils vont permettre de donner une valeur à long terme à ces centres de stockage
Et du coup, et c'est l'effet vertueux qu'on provoque, c'est qu'ils vont avoir la capacité à engager des investissements, puisque finalement, on va donner une valeur à une ressource qui aujourd'hui était une source d'émission. Suite à notre processus de purification et de transformation en biométhane, un autre partenaire important est les gestionnaires de réseaux de gaz. Donc typiquement, le gestionnaire de distribution en France, GRDF, qui est vraiment un allié et qui pousse le développement du biométhane en France afin de décarboner leur activité. C'est aussi le cas en Espagne avec à la fois les transporteurs et les distributeurs qui nous aident à développer ce marché. La vente finale du biométhane, et je pense que c'est intéressant dans le cadre de cette discussion, c'est vraiment les industries. On vend à des industriels, comme je disais, qui ne peuvent souvent pas électrifier leurs usages et donc qui ont besoin de décarboner à des prix compétitifs. On a parlé des processus de haute température. En Espagne, par exemple, il y a beaucoup de fabriques de carrelage qui utilisent beaucoup de gaz et qui sont très intéressées par le biométhane. Des entreprises de transport. Il y a des objectifs de transport de poids lourds. Il y a des objectifs qui vont devenir de plus en plus contraignants pour intégrer des énergies renouvelables dans les carburants. Et typiquement, le biométhane sous forme de GNC, de bio-GNC ou de bio-GNL est vraiment une solution pour eux pour décarboner à des prix compétitifs. Et puis, un dernier partenaire, mais qui est vraiment important, notre capacité à générer du biométhane compétitif, elle va aussi être liée à notre façon de nous financer. Capacité à avoir accès pour réaliser nos investissements à un argent peu cher. Et typiquement ici, c'est un bon forum pour compter aussi sur les partenaires financiers qui accompagnent le projet et nous permettent d'être compétitifs et dans le marché au jour d'aujourd'hui. Natacha, est-ce que tu peux nous faire justement, si on parle de financement, un retour d'expérience concernant un projet financé par BPI France? Oui, tout à fait. Alors, le soutien, en tout cas le soutien public avant de commencer, est extrêmement important pour nous. Alors, on avait déjà bénéficié en 2015 d'une aide PIA. Mince. Merci, je vis chaque fois. Donc à l'époque, qui était quand même opéré par l'ADEME et qui nous a permis de développer en fait notre premier démonstrateur industriel. Donc on est passé de l'échelle, on va dire, pré-industrielle à l'échelle industrielle avec cette installation à Strasbourg avec le soutien de la région Grand Est. Ça, c'est la première chose. C'était pas BPI France, mais c'était l'ADEME, c'était juste entre parenthèses. Et puis nous avons actuellement un équipement de nouvelle génération qui est installé à Marolles, dont l'inauguration aura lieu au mois de novembre, exactement le 22 novembre, si je ne me trompe pas, de cette année. Et il est extrêmement intéressant pour nous parce que finalement, c'est à la fois notre démonstration, notre démonstrateur industriel qui nous sert également de centre d'essai. Ça nous permet ainsi de tester différents types de biomasse à l'échelle industrielle, de centres de formation pour le personnel d'Afner Énergie et aussi pour nos clients. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, l'objectif quand même de cette installation, c'est de produire de l'hydrogène, qualité mobilité. Donc, on est sur un équipement commercial, en tout cas pour une commercialisation de cet hydrogène. Alors, nous avons candidaté évidemment à différents dispositifs de soutien, comme BPI France, France 2030, le Fonds vert, et nous attendons les résultats. Mais à côté de ça, notre ambition, c'est quand même de se développer, de pouvoir déployer nos solutions en France et à l'international. Donc ça veut dire forcément un projet de plus grande envergure, un projet d'une usine d'assemblage de grande capacité. Alors nous avons eu la chance d'être lauréat de l'appel à projet Première usine pendant l'automne de l'an dernier, si je ne me trompe pas. Et ça, ce sont des éléments, ce sont des choses qui changent tout pour nous. Ça nous facilitera, en tout cas, ça nous permettra à la fois de continuer notre déploiement commercial et, on va dire, d'aborder cette nouvelle étape qui est extrêmement structurante pour nous de façon beaucoup plus sereine.
Et toi, Baptiste, quel est ton retour d'expérience? Déjà, félicitations Merci. pour ce prix. Notre expérience avec la BPI, BPI France, comme je l'ai dit avant, notre capacité à produire du biométhane compétitif, il est lié au coût de financement. Et donc voilà, c'est essentiel d'avoir des partenaires financiers qui nous accompagnent. Et concrètement, BPI France a été un partenaire décisif sur le développement de la Wagabox de Can Mata, donc la Wagabox en Espagne, qui est à 40 minutes de Barcelone, avec qui les équipes BPI France ont été intégrées assez tôt dans le processus, d'accord, et ils nous ont accompagnés pendant tout le développement du projet. Si je devais retenir une qualité principale des équipes de BPI France, c'est vraiment l'adaptation aux réalités du projet. En Espagne, on est vraiment sur un marché qui est en train de se développer au niveau de biométhane. Aujourd'hui, il y a 10 installations qui injectent du biométhane en Espagne. Ça veut dire que le secteur n'est pas encore mature. Donc très clairement, les phases de permitting, les phases de logistique, les phases de construction nous ont amené une série de surprises qui ont affecté le planning du projet, qui ont affecté le business plan du projet. Et les équipes de BPI France et leurs partenaires ont vraiment fait preuve de réactivité, de flexibilité et surtout d'envie de trouver des solutions. Donc ce qui a vraiment été décisif pour nous dans l'intérêt du financement grâce à BPI France, ça a été vraiment cette capacité d'adaptation et de s'adapter aux réalités que l'on traverse lorsqu'on développe un projet industriel. En tout cas, voilà, un business partner qui a facilité l'émergence du projet. Donc aujourd'hui, on a pu financer du coup 6,6 millions d'euros de dette qui a été levée en octobre 2023. Et ça nous permet aujourd'hui, donc depuis 2023, l'unité est en production. On produit plus de 70 gigawattheures de biométhane à un prix compétitif, ce qui représente... Et on a évité plus de 17 000 tonnes de CO2 envoyées à l'atmosphère. Donc c'est quand même l'empreinte carbone de plus de 3 000 Espagnols qui a été évitée grâce à ce projet. Et à l'accompagnement donc de BPI France. Alors Lionel n'est plus là, mais voilà, il a fait partie des équipes qui nous ont vraiment accompagnés. Et voilà, on voulait aussi les remercier pour ça. Natacha, on va passer un peu aux dernières parties de la présentation. Quels sont alors justement, pour accélérer cette transition vers cette décarbonation et cette compétitivité industrielle, quels sont les leviers qu'on peut activer pour accélérer? Alors, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai envie de parler de 3 niveaux de façon très rapide, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps. Je parlerai de la réglementation, qui est un point extrêmement important. Il faut effectivement mettre en place des réglementations qui soient claires, qui soient, pourquoi pas, avec une définition de normes strictes et avec forcément un contrôle derrière. Je dis ça pourquoi mettre en place finalement des réglementations qui sont très peu suivies, je dirais que le message est un peu brouillé. Donc il faut maintenir cette rigueur, donc en commençant par la définition des bonnes normes et aussi avec cette rigueur de contrôle pour que le message auprès des industriels soit très clair par rapport à ça. J'aurais envie de dire aussi que l'aspect subvention, aider aussi les industriels qui veulent changer de cap, c'est-à-dire passer sur des solutions beaucoup plus durables, qu'ils aient un accès facilité aux différentes subventions. Ça, c'est un point, je pense, qui est clé. C'est sûr que sans un soutien public à travers des subventions, il est clairement difficile de se lancer sur des technologies innovantes. Moi, j'ai envie de dire que la subvention, ça permet au moins d'amorcer la pompe et aussi quelque part de dérisquer aussi des investissements privés qu'il pourrait avoir derrière. Et puis je pense que l'outil également de la taxation, de la tarification du carbone est quelque chose qu'il faut continuer à faire, perdurer, pour justement servir encore de catalyseur pour passer vers des solutions complètement décarbonées. Alors, après, il y a aussi le financement durable. J'ai parlé de subventions, mais on peut très bien imaginer un accès facilité vers des prêts à taux réduit, par exemple. Donc, on peut avoir finalement l'existence de ces deux types de financement sur des projets décarbonés.
Et puis, pour finir, il y a un aspect important, humain, l'aspect humain. On veut embarquer des gens, on veut convaincre. Je pense que donner accès à des formations pour convaincre, pour essayer, etc., aussi fait partie aussi du job. Donc voilà. Et toi, Baptiste, quelles sont les 2-3 actions nécessaires pour accélérer la transition vers une industrie décarbonée? Écoute, je crois que lié à l'humain, il y a tout l'aspect. Je crois qu'il y a une volonté politique qui est vraiment importante et qui peut vraiment être l'étincelle qui fait bouger les saules. Alors, typiquement, je reviens à mon exemple toujours du biométhane. En France, depuis 2011, avec l'établissement des tarifs de rachat, maintenant avec la mise en place des CPB, voilà, il y a une volonté politique de mettre en place un cadre réglementaire qui a permis l'émergence d'un secteur et d'un secteur qui aujourd'hui exporte. Et là, on en a un bon exemple avec Metalla qui est dans la salle. C'est le cas aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un système de RIN. Qui a créé un marché du biométhane qui donne de la visibilité à long terme sur les prix. C'est le cas aussi avec des objectifs ambitieux. Par exemple, au Canada, 10% de gaz vert à horizon 2030 au Québec. Alors, ce n'est pas le cas en Espagne. C'est pas le cas en Espagne et c'est pas pour ça qu'on ne peut pas faire des projets. Le projet de Kalamata, justement, il a été développé avec une contrepartie privée qui nous donne une visibilité sur le prix pendant 10 ans. D'accord ? Donc, on a cette capacité à développer des projets. Néanmoins, l'appui politique permet d'accélérer le développement des projets. La vision aussi qu'on a, c'est d'accélérer sur les leviers d'action qui vont permettre tout simplement de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc, à la fois du côté des émissions, essayer de limiter les émissions, de mettre des normes pour limiter les émissions des centres de stockage. Ça a été l'objet d'une loi en Espagne récemment et qui va nous permettre d'accélérer notre développement. Ou alors plus sur les utilisateurs finaux. C'est-à-dire, typiquement pour prendre un exemple, sur la limitation des émissions dans le transport, qui utilise encore très majoritairement des énergies fossiles, et qu'on doit être capable petit à petit de remplacer par des énergies locales, et pour plus être dépendant, comme je disais avant, des tensions géopolitiques et des fluctuations des prix des énergies fossiles. Et puis l'accès au financement vert, aussi, pour reprendre aussi ce que tu disais, voilà, qui est clé aussi pour aller plus vite. Si des lignes de crédit à bas prix sont débloquées, ça va nous permettre de pouvoir aborder plus de projets avec des rentabilités satisfaisantes pour pouvoir accélérer, comme on disait. On va arriver au moment des questions. Moi, avant de conclure, je voulais juste remercier BPI France. Merci Suzy, Lionel était là tout à l'heure. Merci aussi à toi Natacha pour cet échange. Je pense que c'est important de montrer qu'il y a des exemples concrets de solutions qui permettent de décarboner l'industrie aujourd'hui dans des conditions de marché. C'est ce qu'on fait chez WAG Energy. On est très ambitieux. On a des objectifs forts de 4 TWh de capacité installée d'ici à 2026. Donc ça permettra d'éviter 660 000 tonnes de CO2 cette année-là pour avoir un impact réel sur l'urgence climatique que l'on vit tous et voilà, d'apporter notre pierre à l'édifice. Moi, je vais conclure aussi. Je tiens à remercier BPI France, Suzy. Merci d'avoir pensé à moi et de m'avoir donné l'opportunité d'échanger avec Baptiste sur ce sujet extrêmement passionnant. Alors, c'était intéressant parce qu'il y avait un regard croisé entre l'Espagne et la France. C'est intéressant parce que finalement, on se dit, bon, on est tous dans le même bateau. Et puis l'autre message, c'est que les énergies renouvelables, en tout cas les solutions pour décarboner, elles n'ont aucune raison en fait de s'opposer. Au contraire, c'est vraiment le mixte de l'ensemble de ces énergies à disposition décarbonées qui nous permettra d'atteindre cet objectif contraignant mais important de la neutralité carbone pour 2050. Donc merci beaucoup. On a bien travaillé, je crois. Merci à toi. On a bien préparé. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y avait des questions ou on n'est pas très loin de la fin de la session, mais je pense qu'on va conclure là-dessus. Merci beaucoup.